Mesdames, Messieurs, bonjour. Pape Massata Diack, bonjour. Bonjour, on dit. Merci pour cet entretien exclusif. Vous êtes agent de marketing sportif et ancien consultant de l'ancien président de l'IAF, Lamine Diack, qui se trouve être votre père. Quelqu'un a dit au détour d'une discussion sur l'affaire Lamine Diack, dans un langage imagé, que natif de Rebeuss, l'ancien président de l'IAF avait le choix entre le stade Assane mètres carrés non populaire de la célèbre prison dakaroise. Il a choisi le stade, c'est-à-dire le sport et ses valeurs jusqu'au plus haut niveau. Aujourd'hui, à 82 ans, poursuit notre interlocuteur, Lamine Diack est mêlé à une affaire d'argent alors qu'il méritait une retraite paisible auprès de ses enfants, de ses petits-enfants. Papa Massata Diack, vous êtes le fils de Lamine Diack. On dit que vous êtes au cœur de cette affaire. Que répondez-vous? Je souhaite d'abord saluer les téléspectateurs de TFM et vous remercier pour l'interview que vous m'accordez. Je pense que le choix qu'a fait M. Lamine Diack est tout à fait justifié à l'époque, car il vient d'une famille de grands dirigeants sportifs, comme le feu président Maguette Diack, qui a été le premier président de la Fédération sénégalaise de football. Son grand frère Alioune Diack et As Diack, qui est un des plus grands entraîneurs de football. Donc c'est un choix qui a toujours suivi notre famille. Et à 19 ans, quand il avait signé sa première licence, en 1952, il avait comme ambition d'être un très grand sportif. Il l'a été, en étant un athlète, champion de France. Il a été un grand footballeur, demi-centre au foyer France-Sénégal, et jusqu'à atteindre le summum d'une carrière en étant président d'une fédération internationale et membre du CIO. Je pense que dire que M. Diack, ou résumer sa carrière à un fait de corruption ou de scandale de dopage, serait assez exagéré. Parce que je pense qu'en 39 ans à l'IAF, il a mené des combats politiques tels que la démocratisation de l'athlétisme, un pays, une voie, comme le programme de développement qui a commencé en 1977. Il a introduit l'universalisation du sport. Aujourd'hui, le sport est pratiqué partout à travers le monde, les championnats du monde. Il a introduit la Diamond League. Il a amené des ressources qu'aucun président n'a apportées à cette fédération en 103 ans d'existence. Mais je pense que tout ceci est dû à une campagne présidentielle et à une succession mal préparée. Car au niveau de l'IAF. Au niveau de l'IDESAF. Parce que beaucoup de gens savaient que depuis 8 ans, il avait choisi 2 successeurs. Un était du camp des pays occidentaux, soit de l'Ouest. L'autre était du camp des pays de l'Est, soit disant Ukraine. Et je pense que tout ceci vient d'une cabale qui a été montée dès le début pour dire que M. Diack a des choses à se reprocher. Et la meilleure manière de le neutraliser était de dire: nous savons des choses qui peuvent vous gêner. Donc vous avez intérêt à ne pas déclarer votre choix préféré pour la succession. Moi, c'est ce que j'ai compris en voyant cette affaire déclenchée, malheureusement, par un employé de l'IDESAF en avril 2014. Et ils m'ont cité. Je n'ai pas voulu réagir sur le coup. Qui est cet employé? C'est un employé, je ne peux pas, pour des raisons légales, citer son nom, ce serait le mettre en diffamation, mais il a été à la base de toute cette cabale en disant que le président et sa famille étaient passibles d'actes de corruption. Oui, sauf qu'ici, selon le journal français Le Monde, il y aurait eu des aveux que le président Lamine Diack lui-même aurait reconnu qu'il y a eu de l'argent et qu'il aurait couvert les accusations de dopage qui pesaient sur les athlètes russes et qui ont été attestées par des contrôles. Mais je pense que ce que la presse a dit a fait l'objet d'une enquête à la commission d'éthique, ce que je suis en train de vous expliquer. Nous avons eu une commission d'éthique qui a été déclenchée à partir d'avril 2014, qui a travaillé pendant presque 16 mois avant d'arriver à ses conclusions au mois de décembre 2015. Entre-temps, une commission de la WADA a fait une enquête, mais c'est une enquête partielle, dans la mesure où
ces faits ou ces accusations n'ont pas été portés au président Lamine Diack. Et ce que je peux vous assurer, c'est que ce qui est en train de se dire, qui a fait l'objet d'une enquête, n'est pas encore conclu. Il a déposé ce rapport et fait référence à ça à la justice française. Le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté? Du tout, du tout. C'est ce que je vous dis, que c'est une cabale, dans la mesure où un rapport qui ne vous est pas opposé, qui ne vous est pas remis, le rapport PAND n'a jamais été remis à Lamine Diack pour observation antidopage avant sa publication. Il y a au moins, si on veut assister à la manifestation de la vérité, de donner le choix à la personne qu'on accuse, de donner sa version des faits, même de l'écrire et de signer, pour montrer qu'il est prêt à se défendre. Et je pense qu'en faisant une enquête, on juge à charge et à décharge, ce qui n'a pas été le cas. On vous présente quand même personnellement, Pape Massata Diack, comme étant la clé au cœur du scandale. Non, c'est comme ça que les faits sont présentés. Je pense que ce serait très exagéré de le dire, oui. Parce que M. Diack, dans ses révélations, a parlé d'un financement politique. Je ne suis en rien lié à la politique, vous le savez bien. Vous n'avez jamais entendu dans un parti ou faire quoi que ce soit dans la politique. Mais ce choix au niveau de la Russie... On peut appuyer des acteurs politiques sans faire de la politique. Non, mais ce n'est pas... C'est un choix de faire de la politique. Parce que vous dites que M. Diack a parlé d'un financement d'une campagne électorale. Et ce n'est pas ce choix qui me concerne. La Russie fait partie des territoires dans lesquels j'ai trouvé des contrats de marketing et de télévision pour le compte de l'EDISAF. Nous avons travaillé depuis 2007 à essayer de pénétrer dans des pays émergents. Et ce que nous avons bien fait, car nous avons généré assez de ressources pour sécuriser le futur de l'athlétisme. Maintenant, ce qui s'est passé, ça a été relaté dans les faits, nous avons eu un accord avec les autorités russes par l'intermédiaire du président de la Fédération russe qui a proposé à M. Diack de l'appuyer s'il était candidat à la présidence du Sénégal. Si vous permettez, parlant justement de l'argent des Russes, 1,5 million d'euros, qui aurait servi, selon les propres termes du président Lamine Diack, au financement de l'opposition sénégalaise contre l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Votre père aurait dit au juge Ruimbek de vous poser la question justement, est-ce bien vous qui avez reçu l'argent des mains de l'ancien patron de la Fédération russe d'athlétisme, Valentin Balachnichev? Je n'ai reçu aucun argent des mains de Balachnichev. Ce qui me lie à Balachnichev, c'est un contrat commercial sur lequel tous les deux, nous avons aidé l'IDESF à trouver des sponsors au niveau de la Russie. Et c'est sur nos commissions que nous avons pu puiser de quoi appuyer le président Lamine Diack. Contrairement à ce qui se dit, que c'est une extorsion de fonds à des athlètes. Donc, oui. Là, la manifestation de la vérité doit se faire. Dans le cadre d'une enquête, ça se fera. Mais une enquête sereine, jugée à charge et à décharge. Si les enquêteurs veulent savoir exactement ce qui s'est passé, ils auront des documents, des contrats, des virements bancaires en bonne et due forme, sans pourtant aller dans la calomnie. Et je pense que c'est là où l'enquête a été biaisée. Nous avons choisi la calomnie, la fuite de documents à travers la presse, en violation du secret de l'instruction. Je pense que ce n'est pas une bonne méthode pour faire une enquête sereine. Mais l'opinion retient que le président Lamine Diack a dit, en tout cas dans les informations publiées dans le quotidien Le Monde, qu'il a financé l'opposition sénégalaise avec de l'argent que des Russes ont donné, et à charge pour lui de couvrir des faits de dopage. C'est ce que l'opinion retient. Mais je peux vous certifier que ce n'était pas un accord dans ce sens. L'accord qui lie les autorités de Lamine Diack n'a absolument rien à voir avec des cas de dopage. Les gens ont voulu exploiter en disant que vous avez couvert des cas de dopage contre un financement occulte. C'est des gens qui le disent, les enquêteurs ou les accusateurs. Mais je peux vous assurer, le jour où les enquêteurs voudront aller au fond des choses, je leur montrerai que ce n'est pas le cas. Oui, l'opinion aimerait bien mais ce n'est pas le cas. Au fond des choses. Mais justement, ça se fera dans le cadre d'une enquête. Parce que ça pose le problème du financement aussi de nos partis politiques. Non, je peux vous assurer, je n'ai jamais pris part à une réunion politique du président Diack.
Je n'ai jamais participé à un financement d'un opposant. Je n'ai jamais participé à une distribution d'argent des opposants. Les activités politiques de mon père, je vous ai dit, me sont totalement inconnues. Parce que je ne suis pas dans son bureau quand il reçoit une autorité. Je ne sais pas ce qui se discute à ce niveau-là. Donc, que moi, de par mon entre-gens avec la Russie ou avec Valentin Balanichev, qui est le trésorier de l'I2AF et qui est un de mes patrons, parce que je suis consultant en marketing. Quand je réalise un contrat, le contrat, je le dépose au trésorier et au directeur financier de l'I2AF. Oui, parce que le président de la fédération russe d'alors était aussi trésorier. Il était trésorier de la fédération. Donc, nous avons cette relation depuis 2010. M. Balanichev a été un des précurseurs. Le contrat que nous avons avec la Russie date de 2007. Ce n'est pas un contrat qui a été fait pour cette circonstance. Donc je pense que c'est là où c'est diffamatoire ou même réducteur de dire que Lamine Diack a fait un deal pour des cas de dopage. Mais est-ce que les sanctions qui devaient être prises l'ont été? Entièrement, je vous dis Mamadou, Lamine Diack en quittant le 31 août n'a laissé sur son bureau aucun cas de dopage en suspens. Les Russes, ou même l'athlète russe dont on parle, qui dit Lilia Shobukova, oui. Son cas a fait l'objet d'une plainte au niveau, en fait, elle a rejeté au niveau du tribunal militaire du sport. L'avocat de M. Diack, dont on parle, M. Cissé, Maître Cissé, est celui qui allait défendre la position de l'IAF à la Cour arbitrale du sport à Lausanne. Vous pensez que s'il était compromis ou acheté, il aurait osé affronter Shobukova pour lui parler de son cas de dopage ou faire appliquer la sanction? Je pense qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Parce que M. Cissé peut vous dire qu'il a poursuivi jusqu'au bout. Ça a été retardé pour des raisons de nos championnats, pour ne pas que l'image de nos championnats, parce qu'on était attaqué par la presse britannique d'une manière virulente avant nos championnats. Il y avait même des athlètes britanniques qui demandaient que les championnats se retiraient de Moscou. M. Diack, au vu de ça, et aussi dans son dernier mandat, parce que vous vous rappelez que c'était son dernier mandat, il voulait même partir en 2011. Il a dit « je vais prolonger de 4 ans ». Parce qu'à un moment, on nous disait que les finances de l'I2AF sont en apocalypse et que l'IAF ira en apocalypse financière au terme du mandat du président Diack. Il a dû prolonger de 4 ans ce mandat pour pouvoir faire mentir ces gens qui lui faisaient une cabale à l'époque. C'est ce qui fait mentir cette version quand on parle de chiffres. Parce que Lamine Diack, en 16 ans de présidence, a réalisé 925 millions de dollars de contrats, dont 68% en sponsoring et 32% en télévision. Il a trouvé, à l'époque, quand il devenait président, 23 millions de dollars de réserve. Il en laisse 74 millions de dollars de réserve, soit 3 fois le montant. C'est quelque chose qu'aucun président n'a fait depuis 1912. Et ce fait est là. Malheureusement, les gens ont cherché, pour une histoire aussi sordide, à ternir son mandat. Justement, c'est au niveau justement de cette fameuse athlète russe que votre nom apparaît avec insistance. On parle d'informations faisant état d'un compte ouvert à Singapour au nom de votre société Black Tidings, fermé par la suite par vos soins, compte dans lequel l'argent russe aurait été déposé. Qu'en est-il? Ils ont enquêté pendant 11 mois, 15 mois. Ils ne peuvent pas vous dire aujourd'hui que le nom de Pape Massata Diack apparaît dans Black Tidings. Je ne suis ni propriétaire de Black Tidings, je n'en ai ni ouvert le compte. Et l'argent russe, comme je vous l'ai dit, ce qui nous loue à la Russie est un contrat commercial qui est venu dans les comptes de ma société. La commission d'éthique a ce dossier. En plus de ça, il m'avait accusé d'avoir assisté à une réunion le 4 décembre 2012 avec l'agent de cet athlète, en disant que l'agent leur a dit « j'ai rencontré un Africain assez fort dans un hôtel Balchuk Kempinski et j'ai eu une réunion avec lui. » À la commission d'éthique du 18 décembre, mes avocats ont montré et mon billet d'avion, et mon passeport, et mon visa pour la Russie, montrant que je suis rentré en Russie le 5 à 19h50. Je n'ai jamais rencontré d'agent d'athlète, je n'ai jamais rencontré Lilia Shobukova, je n'ai jamais eu d'accord pour dissimuler ces cas de dopage. Ça, je le crie haut et fort. Je l'ai dit à la commission d'éthique et je leur ai prouvé ça en 16 mois d'enquête. À qui appartient Black Tidings? Ça appartient à un homme que je connais.
Donc, mais comment se fait-il que votre nom soit apparu parce que c'est justement, oui. Ils ont fait ce lien tout de suite en disant que M. Diack en est le propriétaire. C'est leur conclusion. Ils se sont vite hâtés. Ils sont allés à Singapour faire des enquêtes, voir si moi, ça m'appartient. Ça ne m'appartient pas. J'ai une seule société. Toutes mes sociétés sont au Sénégal. J'ai une seule société. C'est PMD Consulting ou Pamodzi, qu'on appelle ça Pamodzi. Depuis plus de 17 ans, je travaille avec cette société. Donc, oui, Pape Massata Diack, c'est cette image à l'écran. On voit le président Diack et le président russe, si je ne me trompe, Medvedev. Et à l'époque, Vladimir Poutine, actuel président russe, était Premier ministre. On sait un peu le jeu de chaises musicales entre ces deux hommes. Et on vous reconnaît sur cette image. Expliquez-nous votre présence ici lors d'une cérémonie. Eh bien, c'est le 23 novembre 2011, oui. Lorsque les autorités russes ont voulu décorer, en présence du président du CIO, Jacques Rogge, de 3 des autres collègues du CIO, le président Diack, de l'ordre de l'amitié, qu'on appelle Droujba en Russie. Et mon invitation est due au fait que depuis 2007, j'allais très souvent en Russie, du fait de ce contrat. Et le ministre des Sports a jugé utile de m'inviter, car il considère que nous sommes des amis de la Russie. Donc je pense que ça montre ce qui nous a reçu. Ce ne sont pas des deals en catimini qui nous lient. Est-ce que ce n'est pas ici que cet échange de bons procédés, de civilité a eu lieu par rapport à l'argent russe? Non, ils nous ont parlé de leurs problèmes lors d'un déjeuner que le ministère des Sports a voulu faire en disant nous avons donc été notifiés de plusieurs cas de dopage. Ce serait dommage qu'on nous sanctionne entièrement avant ces championnats du monde en 2013. C'est la raison pour laquelle le président Diack, sur sa responsabilité politique en tant que président, dit je vais faire gérer ça de manière prudente parce que le passeport biologique en tant que tel est une nouvelle méthode de détection du dopage, mais qui n'était pas à l'époque sûre à 100%. Et si vous vous rappelez bien, en 1983, l'IAAF avait un cas de dopage aux États-Unis avec l'athlète Burt Reynolds, un coureur de 400 mètres. Par des erreurs de procédure dans l'analyse scientifique, l'IAAF a été condamné à verser 20 millions de dollars à Burt Reynolds, ce qui voulait dire la faillite de l'I2AF. Le président Nebbiolo à l'époque a dû faire un accord financier pour s'en sortir. Depuis lors, toutes les personnes qui ont à gérer l'IAAF ont été très prudentes dans la prise de décision d'une sanction. Il faut la confirmation de 3 scientifiques avérés qui puissent vous certifier que c'est un cas de dopage afin que la sanction puisse tomber. Alors ça a été le cas pour la Russie, ça a été le cas pour d'autres pays. M. Diack a été très prudent pour ne pas avoir des litiges juridiques avec quelque athlète que ce soit. Et ça, il l'a pris, c'est sa décision politique et personnelle. Il s'est engagé à le faire. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de dire quelque part qu'il a commis une erreur en disant qu'il a reçu de l'argent du Russe qui a servi à financer Moi, je pense que ce qui s'est passé à Paris, oui, c'est sous le poids de l'âge. Parce que quand je vois les mails dont on parle dans la presse française, oui, on parle d'un mail du 29 juillet 2013 pour parler de financement en 2012. Quelle est la cause à effet? Je vous pose la question. Je pense que l'intelligence du journaliste qui a reçu cette information dit attention, on me parle d'un mail adressé par Pape Massata Diack en juillet 2013 et on me parle de financement occulte ou de financement d'une campagne en 2012. La campagne électorale était au mois de février. Ça n'a pas de cause à effet. Je pense que M. Diack a... Il a été éprouvé, il aurait été éprouvé je pense, c'est mon analyse, je n'ai pas de contact avec lui à cause de sa restriction, mais je pense que il n'a pas, on ne peut pas faire un lien. Oui, toujours est-il que le juge Winbeck, un juge teigneux, juge anti-dopage, vient encore de le mettre en examen pour une seconde fois. Cette fois-ci, on est passé de corruption passive à corruption active, blanchiment aggravé. Quelque part, on a aussi parlé d'extorsion de fonds. Là, le dossier se corse pour lui, mais pour vous aussi, non? Parce que non, du tout. Vous êtes lié, non, dans cette affaire? Du tout. Oui. En affaire pénale, c'est un des autres. Je pense que c'est une mise en œuvre, vous me l'apprenez. Je pense que si M. Van Druzenbeck a des éléments qui concourent à
faire cette mise en examen, je n'en saurais absolument rien au stade où nous sommes. La procédure m'est inconnue. Tout ce que je vois le vois dans la presse. Pourquoi vous ne répondez pas aux convocations? Parce que les gens disent que Pape Massata refuse. Non, j'ai répondu, j'ai été informé. D'abord de la commission d'éthique et aujourd'hui que le dossier est judiciaire. Parce que de la manière dont a été... Vous n'avez pas été convoqué? Non, j'ai été informé qu'une affaire me concernait et qu'on prendrait les mesures pour me demander de venir comparaître pour témoigner. Et à ce moment-là, je le ferai, mais au Sénégal. Dans la mesure où vous voulez être entendu au Sénégal? Parce que la manière dont ils ont traité mon père m'édifie sur la manière dont ces gens, ils n'ont jamais... Je vous ai dit, ce rapport de l'AMA n'a jamais été opposé au président Lamine Diack. C'est la première mesure ou la première information qu'aurait dû demander le juge Van Ruymbeck avant de prendre cette affaire. La deuxième mesure, c'est de convoquer Lamine Diack en disant une information judiciaire est ouverte à votre rencontre pour des soupçons de corruption. Et à ce moment-là, M. Diack prendrait son avocat et irait se défendre devant, vous serez entendu par la police. Il n'a jamais été convoqué par la police. Il a quitté l'IAF le 21 septembre 2015. Et cette histoire date d'août 2015, apparemment, selon la presse. Donc je pense que les échanges de bons procédés auraient voulu qu'il lui informe au moins de l'information judiciaire, pour que M. Diack puisse s'armer de la documentation concernant cette affaire, afin de venir faire face à cette... même juste y assister d'un avocat en venant. Ça n'a pas été le cas. Justement, vous avez des avocats aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Vous dites que si vous devrez être entendu, ça va être au Sénégal, ou ça devrait être au Sénégal. On parle de commission rogatoire. Peut-être que ce serait l'occasion de vous entendre, mais il y a surtout que Mme Eliane Houlette, patronne du parquet financier de Paris, dit que vous pouvez être arrêté à tout moment s'ils en avaient l'occasion. Vous dites quoi? Je pense que... Et vous êtes bien au Sénégal? Je suis bien au Sénégal. À Dubaï? Je ne suis... On vous a signalé à Dubaï? Je ne suis ni à Dubaï, ni dans un autre pays. Je suis bien au Sénégal depuis que ceci est passé avec le président Diack. Donc je suis au Sénégal. Il aurait loisible d'envoyer une commission rogatoire, d'envoyer des juges sur la juridiction sénégalaise. Je suis citoyen sénégalais, je ne suis pas citoyen français. J'aurais dû peut-être être obligé d'aller en France si j'étais citoyen français. Je ne le suis pas, je suis citoyen sénégalais. Alors, il y a quand même ce projet de dévolution monarchique dont on a parlé à l'époque, prêté au président Abdoulaye Wade avec son fils Karim Wade. Le président Lamine Diack avait déclaré à l'époque que le Sénégal n'était pas le Togo. Pour beaucoup, il a eu également tort de vous associer aux affaires de l'I2AF. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à être consultant de votre père? Eh bien, cette question me plaît beaucoup parce que ça me permet d'édifier les gens. Donc, elle est mal posée alors. Mon rapport avec Lamine Diack est d'abord un rapport familial, mais d'abord, il faut se comprendre que j'ai eu à travailler dans une boîte qui s'appelait ISL Marketing de 1990 à 1995, où je m'occupais de sponsoring, je m'occupais de vendre le football, l'athlétisme et l'olympisme. J'ai fait mes armes dans ces institutions. Et à l'époque, Lamine Diack était président de la Confédération africaine d'athlétisme et nous avons travaillé sur un programme qui s'appelait Mobile Pan-African Athletics Project, où on a fait une mobile oil, sponsorisé des championnats d'athlétisme un peu à travers l'Afrique. J'en étais chargé à l'époque, j'étais basé en Suisse. À l'époque, je ne pensais pas que mon père allait devenir un jour président de l'IAF. En 1995, cette société m'a affecté au Qatar pour aller m'occuper de la Coupe du Monde junior de la FIFA. Donc j'ai quitté l'athlétisme pour aller vers le football. Et de 1995 à 2006, j'étais dans le football. Donc, le fait de la vie ont amené Lamine Diack à devenir président de l'I2AF en 1999. En 2001, il a entamé son premier mandat. Et une des premières choses qui s'est passée, c'était la faillite de cette ex-société ISL où j'étais un employé. Et il a fait appel à moi, j'étais à l'époque au Nigeria. Je m'occupais de la Coupe du Monde junior de 1999 au Nigeria. Et après, j'étais agent marketing de la Fédération nigérienne de football. Donc, nos destins se sont croisés à ce moment-là. Il m'a dit, Massata, j'ai besoin de toi.
Parce que tu t'y connais en marketing. Je suis président de l'IAF, j'ai besoin de tes compétences professionnelles. Je ne te demande pas ça à titre de père. Donc, j'ai résisté à ça pendant 6 ans. Ce n'est qu'en septembre 2007, après que j'ai terminé ma carrière dans le football en 2006, par des circonstances que vous connaissez, j'ai quitté le football pour venir l'aider à l'athlétisme à sa demande avec un contrat de consultance qui nous lie depuis septembre 2007. Ce contrat a été renouvelé par le secrétaire général de l'IAF en 2012 pour terminer le 30 septembre 2015 au terme de son mandat. Et cette relation lui a permis non seulement d'explorer des horizons qu'il n'avait pas jusqu'ici explorés au niveau de l'I2F. Le marketing de l'I2F, tous les droits appartiennent à une société japonaise qui s'appelle Dentsu, qui est propriétaire des droits. Ils l'ont acheté à l'époque à 92 millions de dollars. Et il fallait rentabiliser ce projet. Malheureusement, c'est à un moment où la plupart des sponsors américains et européens ont quitté l'athlétisme pour aller vers le football. L'athlétisme s'est retrouvé avec des sponsors japonais. Et lors d'une commission marketing à Pékin, où il m'a convié, à titre juste d'expert, consultant, lors de ces débats, j'ai posé le problème de la présence de l'IAF dans les pays émergents, à savoir la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, les Caraïbes et les pays du Golfe. On n'avait aucun sponsor dans cette zone. Et c'est moi qui suis le précurseur de ça. J'ai permis à l'IAF de trouver 106 millions de dollars de contrat en 7 ans. C'est là qu'on vous accuse d'avoir amassé beaucoup d'argent pour votre compte personnel. Mais c'est moi qui suis le précurseur. J'ai un mandat qu'on m'a donné sur 8 pays. L'IAF a 215 pays membres. Je ne vois pas en quoi c'est du népotisme ou une faveur. C'est moi qui suis chargé d'aller trouver ces sponsors. Massata Diack, fils de Lamine Diack. Mais je suis désolé, je suis un professionnel du marketing sportif depuis 25 ans. Je vous ai dit que j'ai fait 16 ans dans le football. Je n'étais pas à côté de mon père. C'est lui qui a eu besoin de moi en demandant, viens m'aider à pénétrer dans des marchés. Je dis, bon, d'abord, j'ai démontré à la commission que je pouvais le faire, mais c'est à mes frais, à mes risques d'aller trouver. Si je ne trouve pas, on ne me paie absolument rien. Justement, mais vous aviez aussi mesuré le risque, non? Mais, parce qu'il y aura toujours cela dans l'opinion. Massata travaille auprès de son père. Forcément, on le fera. Je vous dis qu'on est d'une famille de sportifs. Lamine Diack a grandi sous l'autorité de Maguette Diack, son grand frère, qui était cadre à la Shell, qui n'avait rien à voir avec le sport et qui a créé la Ligue de l'AOF en 1948. Qui a été le premier président de la fédération. Il a laissé dans les caisses de la fédération 6 millions. Je te dis que c'est dans nos veines, le sport. Alors qu'ils viennent me dire, Massata, viens, ton expertise peut m'être utile à explorer des horizons que nous ne pouvons pas explorer parce que toi, tu t'y connais, mais je l'ai fait. Mais en présence d'un contrat négocié par ses services. M. Diack n'a jamais négocié de contrat avec moi. Alors donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus, mais ça, les résultats probants sur les 925 millions de dollars dont je vous ai parlé, 678 millions ont été trouvés par mon entre-agent, Mamadou. Et vous voulez que je baisse la garde en disant je ne m'appuie pas à mon père? J'ai permis à mon père, à M. Diack, au président Diack, pardon, parce que ce serait un peu réducteur de dire mon père, mais au président qui m'emploie en tant que consultant. On sait aussi ce qu'on dit de cela. Mon père m'a dit. Non. On l'a reproché à Karim Wade, en France même, puisque le dossier il est pendant là-bas. On a parlé de ce fils de Mitterrand, Christophe Mitterrand, avec mon père m'a dit. On sait aussi ce que cela vous dit. Non, mais dans notre relation, moi je suis consultant externe, j'habite à Dakar. À Monaco, je m'y rendais 3 fois par an. Je n'ai pas cette relation de travail au jour le jour avec mon père. Je travaille dans ma propre structure, Mamadou. Et ça, je vous ai dit, j'ai créé ma structure avec mes fonds propres. Je ne suis pas un héritier, je ne suis pas un nanti, dans la mesure où j'ai créé ma structure en Afrique du Sud et dans le football. Ce n'est pas dans l'athlétisme que j'ai créé. Donc si j'avais créé tout ceci par l'entremise de l'athlétisme ou de l'IAF, on aurait compris ceci. Mais je vous ai dit que j'ai travaillé au Qatar, j'ai travaillé en Afrique du Sud, j'ai travaillé au Nigeria, au Togo, dans beaucoup de pays avant qu'il n'emploie mes services. Donc ce serait assez réducteur de vous pouvoir dire, il emploie son fils. L'IAF a eu un directeur de marketing espagnol qui, pendant 5 ans, a cherché à vendre. Il ne pouvait pas vendre de contrat. C'est les
membres du conseil de l'IAF, on disait, mais pourquoi tu ne peux pas faire appel à Massata, dans la mesure où c'est ton fils, certes, mais il a la compétence. Et il connaît l'athlétisme. Je vous ai dit qu'en 90 et 95, à ISL, je vendais l'athlétisme à travers ce programme avec Mobile Oil. Donc je m'y connais. Ce n'est pas quelque chose qui m'est tombé du ciel. Donc cette expertise, je l'ai mis à son profit et ça a permis à Lamine Diack de réaliser des choses pour le monde de l'athlétisme, d'abord. Donc on ne peut pas réduire à dire non, il fait travailler son fils. Ça, c'est un peu trop facile. Vous l'avez dit et vous l'avez martelé, vous êtes un Sénégalais, imbu certainement des valeurs de ce pays. Votre père est en difficulté, vous êtes cité dans la même affaire. Est-ce que votre tendance, votre inclination est de dire j'assume tout pour éviter la prison, par exemple, à mon père? Mais l'enquête vient de commencer, Mamadou. Oui, il y a le principe de la présomption d'innocence, on est bien d'accord. Serein. Oui. J'ai été patient. Je vous ai dit qu'en décembre 2014, quand cette affaire a été évoquée, le 12 décembre, j'ai écrit une lettre aux membres du conseil, je vous en donnerai une copie, où j'ai exposé, j'ai nié les faits qu'on me reprochait. J'ai dit, je suspends mes activités, et j'ai suspendu du 18 décembre 2014 au 30 septembre 2015. Moi, je n'ai pas travaillé avec l'IAF. Et vous avez travaillé avec l'IAF de 2007 à 2014. 2014, j'ai suspendu. Donc, cette sérénité et le fait que j'ai pu me défendre à la commission d'éthique en prouvant exactement que ces faits, à travers un journal, l'équipe, un documentaire allemand, ne peuvent pas m'être imputés. La chaîne ARD? Si vous pensez, oui, la chaîne ARD, c'est elle qui a déclenché le 7 décembre un documentaire disant que nous avons vu un transfert qui transitait, ou que c'est un ami de Pape Massata Diack qui doit y être, mais il m'accusait d'être à une réunion à Moscou où je n'étais pas. Donc, je suis tout à fait serein de faire le même processus avec un enquêteur de la justice. Mais la beauté de cette enquête, c'est que j'ai confiance entièrement à la justice française parce que je suis sûr que les magistrats vont juger à charge et à décharge, alors que la commission d'éthique de l'IAAF, il est dirigée par un avocat britannique qui est très ami à l'actuel président Sébastien Coe. La commission d'enquête de la WADA est dirigée par un avocat canadien qui a été membre du CIO, qui a été vice-président du CIO, qui a été le fondateur de l'AMA. Mais c'est un homme dont je sais qu'il n'a pas de très bon rapport avec mon père, parce qu'il n'a jamais voulu le soutenir pour être président du CIO. Il n'a jamais voulu le soutenir pour être membre de la commission exécutive. Donc, je suis plus serein dans ce processus d'une enquête de la justice française, parce que je suis sûr que l'enquête sera équilibrée. Alors que et de l'innocence de votre père et de vous-même, vous en êtes convaincu? J'en suis convaincu qu'au bout de l'enquête, beaucoup de surprises vont être révélées. Justement, cette affaire de découverte, de dopage qui vous met en cause, votre père, vous-même, son ancien conseiller juridique Habib Cissé et son ancien chargé des questions de dopage, Dr Gabriel Dolé, aurait-elle éclaté si le successeur de Lamine Diack à la présidence de l'IAAF ne s'appelait pas Sébastien Coe, britannique? Je pense que le processus était déclenché. Depuis 2014, l'enquête de la commission d'éthique de l'IAAF a commencé le 1er juillet 2014, selon mes informations. Donc, c'est un processus. La commission est indépendante. Et rappelons que la commission a été créée par Lamine Diack. Oui. Je pense qu'un homme qui a peur de ses arrières ne créait pas une commission d'éthique indépendante. Donc, on ne peut pas parler de cabale ou de racisme, non? Mais certains ont sorti ces mots-là. Il y en a quelqu'un, je ne dirai pas son nom, mais il n'aime pas les Noirs. Il y en a un parmi ces gens de la WADA. Ah oui? Donc, tout le monde le connaît. Je pense qu'à un moment, nous avons beaucoup souffert de ça, nous les Africains. Il a fait exclure 11 membres africains du CIO. Vous ferez vos propres investigations après le scandale de Salt Lake City. Et il joue un rôle central dans l'enquête déclenchée aujourd'hui. De la WADA, ça, je vous le dis, je suis plus serein par une enquête française qu'une enquête anglo-saxonne. Sébastien Coe est-il hors de reproche? Je ne peux pas voir sa main dans quoi que ce soit qu'on dise sur cette affaire parce que lui-même ne contrôle pas ce processus. Tout ce que je peux voir dans le fait et dans les faits, c'est que c'est lors de sa déclaration de candidature le 27 novembre 2014 dans l'équipe
qu'il a évoqué ces cas de dopage. Et que le 8 décembre 2014, déjà, il disait ouvertement aux gens, il faut exclure la Russie. Donc que je me vois 15 mois après, la Russie a été exclue, que la Russie, c'est pas une... Et qui risque d'être exclue pour les prochains JO à Rio, au Brésil, non? Je pense que, quoi qu'il en soit, l'histoire retiendra que des gens, de manière pyromane, ont déclenché une affaire qui risque de remettre en cause tout l'athlétisme mondial. Et de brûler tout le monde. Est-ce que Sébastien Coe peut être mis hors de cause? Justement, est-ce qu'on peut accuser Lamine Diack et laisser Sébastien Coe hors de cause? Il a été son vice-président. Je laisserai l'enquête aller au bout des choses. Oui. Ils ont fait des investigations à Monaco, j'ai entendu parler de perquisition. Ils découvriront des choses, ils interrogeront M. Diack et tous les employés. Je pense qu'il s'est mis à la disposition. Tout le monde, y compris Sébastien Coe. Mais je pense que tout le monde est à disposition actuellement parce que la justice, c'est la justice. Ce n'est pas une commission indépendante, ce n'est pas une commission interne, ce n'est pas le tribunal arbitral du sport, c'est la justice. Mais quand M. Davis, directeur de cabinet de M. Coe, a un échange de mails avec Lamine Diack, et justement qui a été retracé par les enquêteurs, est-ce que vous pensez que lui aussi, il peut être poursuivi dans cette affaire? Parlez-nous de cet échange de mails. Je pense que ce qui a été révélé par les journalistes, ils ont peut-être des accès au dossier en justice. Donc, Mamadou, je n'ai jamais vu ce dossier, je ne connais pas ce dossier. Je ne peux pas m'avancer à faire des révélations ou à faire des interprétations sur des choses que je n'ai pas vues pour le moment. Mais je pense que la volonté de retarder ou bien de ne pas ternir l'image des championnats du monde était partagée par tout le monde à l'I2F. Il nous fallait protéger nos championnats après le succès. Il fallait fermer les yeux. Pas fermer les yeux. Il fallait simplement attendre le moment opportun de sortir des sanctions sur des cas de dopage. Mais je vous l'ai dit, je vous le dis de la manière solennelle, Lamine Diack n'a laissé aucun dossier pendant de dopage en quittant le 31 août la présidence de l'I2F. Et ça, je le dirai aux enquêteurs, je le dirai haut et fort partout, devant qui que ce soit. Ce que Gabriel Dolé a dit, c'est qu'il a reçu de l'argent du président Lamine Diack et c'est lui qui s'occupait des questions de dopage. Vous m'apprenez ça, je ne suis pas au courant de ça. Comme vous dites, c'est l'enquête qui révèle ça. Mais connaissant Lamine Diack, connaissant ça, je pense à réserve et son statut d'homme d'État, d'homme mesuré, je vois mal Lamine Diack faire ce genre de choses. Quand j'ai entendu parler d'extorsion de fonds à des athlètes, je me suis dit, mais ils accusent quelqu'un qui a été ancien athlète et champion de France. Vous voyez quelqu'un qui a eu ce parcours dire à un athlète, tu me donnes de l'argent en contrepartie? C'est la première question que je me suis posée. Je me suis dit, sur 8 milliards d'habitants au monde, qu'est-ce qui oserait venir Lamine Diack, trouver Lamine Diack dans son bureau et lui amener une enveloppe en disant, Monsieur Diack, j'ai une enveloppe pour toi, en contrepartie, il faut dissimuler ces cas de dopage. Je me suis dit, ça, c'est peut-être le plus gros mensonge du sport mondial. Il y aura un second rapport de l'AMA, annoncé pour le 14 janvier prochain, 2016. Quelle appréhension avez-vous par rapport à ce rapport? Je pense qu'ils vont continuer dans la même logique de chercher à nuire. Parce que le rapport, comme je vous l'ai dit, n'est pas contradictoire. Si c'est un rapport qui pouvait être envoyé aux gens à qui on accuse de malversation, pour qu'ils donnent leur version des faits avec des preuves à l'appui, à ce moment-là, ce rapport... Vous dites quand même, c'est assez étonnant, à ce niveau quand même mondial, un rapport, je vous jure, il y a le minimum, le principe du contradictoire. Oui. Je vous jure, Mamadou, ce rapport n'a jamais été présenté à Lamine Diack. M. Dick Pan n'est jamais venu rencontrer M. Lamine Diack les yeux dans les yeux pour lui dire que j'ai des soupçons de corruption sur votre institution. Aucun enquêteur n'a auditionné Lamine Diack. Aucun enquêteur de la WADA n'a auditionné Papa Massata Diack. Ça, je peux l'assurer avec toute quiétude. Avez-vous le sentiment que votre père, vous l'avez dit, homme d'État, pour ce qu'il représente pour le Sénégal et pour l'Afrique, a été assez assisté par les autorités sénégalaises et même au-delà peut-être les autorités politiques africaines? Toutes les informations que j'ai eues, les déclarations qui ont été faites par le ministre des Affaires étrangères et le ministère des Sports et par le président du comité olympique surtout, que je salue ici pour le courage qu'il a eu de faire une déclaration aussi franche et aussi directe,
le président Kalkaba, qui est président Mamadou Diagne Ndiaye. Toutes ces personnes vraiment ont eu une attitude mais vraiment noble, et je pense que toutes ces personnes ont montré le soutien moral le temps que la manifestation de la vérité se fasse. Parce qu'il faut laisser la présomption d'innocence, il faut laisser l'enquête se faire dans la sérénité, éviter ces violations de procédures, éviter ces fuites dans les... parce que ça ne mènera absolument à rien. Alors, on va essayer de faire un parallèle entre l'IAF Gate, si on peut le dire ainsi, et la FIFA Gate, qui met également en cause deux icônes du sport mondial, particulièrement du football, l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, et l'ancien international français, aujourd'hui président de l'UEFA, Michel Platini. 8 ans de suspension prononcée par la commission éthique de la FIFA. Y a-t-il un lien entre l'IAF Gate et la FIFA Gate? Non, je pense que c'est une mauvaise année pour les fédérations internationales. C'est tout ce que je retiendrai, que ça faisait partie du destin de nos fédérations. Parce qu'aujourd'hui... Oui, mais c'est parce qu'aussi il y a beaucoup d'argent qui circule. Vous savez, Mamadou, j'ai lu un article de Jacques Attali dans l'Express il y a 8 années de cela, où il disait que tous les secteurs de la vie aujourd'hui sont régulés par une institution. On a l'OMC pour le commerce, on a l'Organisation mondiale de la santé, on a la Banque internationale de règlement, on a la Banque mondiale, le FMI, on a des institutions, le BIT. Mais le sport est la seule activité qui n'est pas régulée par une institution supranationale. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens auraient voulu que le sport soit régulé. Alors que chaque fédération ou le CIO ont une charte olympique, la FIFA a ses statuts, l'IAF a ses statuts. Alors cette indépendance et le fait qu'une association de droit privé puisse générer des milliards de dollars de revenus, aujourd'hui attise des attentions, attise des convoitises et de la jalousie. Je pense qu'on est arrivé à un moment où, avec ce qui se passe à la FIFA, on sent une volonté de reprise en main des gouvernements ou bien des institutions supranationales de vouloir avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans le sport. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Tout à fait. Il y a également un enjeu géopolitique important. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, pour être un grand pays, il faut avoir organisé les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football ou les championnats du monde d'athlétisme. Justement, est-ce que vous avez le sentiment que nos autorités politiques comprennent les enjeux autour du sport aujourd'hui en Afrique de haut niveau? Non, je n'ai pas ce pressentiment en Afrique. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un homme extraordinaire, c'était l'ancien émir du Qatar, en 1995, quand je m'occupais du championnat du monde junior à la FIFA. Et lui, à l'époque, à travers un programme de tennis que nous avions trouvé, dont nous avions trouvé un sponsor, ExxonMobil à l'époque, il disait clairement qu'il voulait être la capitale du sport mondial. Il voulait que son pays soit connu à travers le sport. Il avait fait ce choix politique. Et cet enthousiasme, cette foi en sport, je ne l'ai retrouvé que chez Vladimir Poutine en 2006, quand il m'a été permis d'assister à une conférence où il avait fait une déclaration sur sa volonté de faire que la Russie devienne une des grandes capitales du sport mondial. Poutine, l'ami de votre papa, mais qui a fait également une déclaration que certains ont qualifiée de malheureuse en disant que Sepp Blatter méritait plutôt d'être porté au nu en triomphe que de le mettre en cause aujourd'hui comme ça. Est-ce que Poutine, c'est quelqu'un aussi de fréquentable? Tout à fait, tout à fait. En tout cas, par rapport à l'éthique du sport. Tout à fait. Je pense que c'est un sportif accompli, d'abord. Deux, son pays est le seul pays au monde qui a osé, pour organiser les Jeux Olympiques, dépenser 50 milliards de dollars pour faire une université olympique et faire des infrastructures à la dimension d'un grand pays comme la Russie. Et je vous dis par exemple dans le domaine de l'athlétisme, en Russie il y a 287 écoles d'athlétisme. Quel est le pays au monde qui a ça? Les États-Unis. Mon père a rencontré le président Obama en septembre 2009 à Copenhague. À l'époque, Chicago était candidat pour l'attribution des Jeux Olympiques de 2016. Quand il lui a dit, mais il faut que le monde de l'athlétisme et l'Afrique nous soutiennent pour ces Jeux Olympiques, il lui a répondu,
vous ne respectez pas mon sport. Les États-Unis n'ont jamais organisé le championnat du monde. Pendant 30 ans où j'étais à l'IAF, je n'ai jamais vu les États-Unis organiser le championnat du monde. Alors que la Russie l'a fait. La Russie a organisé les Jeux olympiques d'hiver. La Russie a organisé les Jeux olympiques d'été. La Russie a organisé les championnats du monde de natation, les championnats du monde de basket, les universiades. Vous me dites qu'un pays qui investit autant dans le sport n'est pas fréquentable? Pourquoi elle a besoin de se doper au point de demander que ses athlètes soient couverts? Elle aurait pu gagner sans avoir besoin de se doper. Dans cette affaire, oui, ou dans cette accusation que les gens font, oui. La chose qui indique qu'il y a de la mauvaise foi, c'est qu'en 2013, l'IAF a fait ses championnats d'athlétisme à Moscou. Oui. La Russie a devancé les États-Unis. Elle avait 9 médailles d'or. Les États-Unis en avaient 8. Un an après, même pas, quelques mois après, aux Jeux de Sochi d'hiver, qui ne sont pas un sport. La Russie a eu 33 médailles en or. Donc, vous voulez me dire que lors de ces championnats à Moscou et aux Jeux d'hiver, l'IAF et le CIO n'ont pas contrôlé les athlètes? Ça a été fait. Autrement, ça aurait été révélé. Et dire, quelques mois après, un journaliste allemand ose dire que 99% des athlètes russes sont dopés. Je pense que Mamadou, il faut savoir être mesuré. Ce serait aberrant. Ce serait même insulter le CIO ou l'I2AF que pendant que vous organisez vos plus grands championnats ou vos plus grands événements, vous ne contrôlez pas ces athlètes. Donc je pense qu'il y a eu une tempête médiatique créée par un journal allemand et un journaliste allemand qui se dit, soi-disant, étant le pourfendeur du dopage ou des fédérations qui font le dopage. Eh bien, je pense que le rôle de l'AMA, le rôle de ces institutions était de dire à ce monsieur, arrêtez, de nous dire des choses qui ne peuvent pas être vraisemblables. Vous êtes partisan, si on vous suit, d'une instance de régulation, n'est-ce pas? Tout à fait. Du sport mondial aujourd'hui pour tirer les conséquences de toutes ces affaires dont on parle. Mais quand un homme, je parle de votre père, et on va rapidement terminer cet entretien exclusif que nous accorde Massata Diack, rencontre les grands de ce monde. On a parlé de Poutine, on a parlé du président Obama et certainement du président chinois. Est-ce qu'il soit aujourd'hui cité dans cette affaire? Je repose ma question autrement. Son dossier n'aurait pas pu être géré jusqu'au plus haut sommet de l'État sénégalais, pour être plus précis. Je pense que nous avons le soutien. C'est le cas ou ce n'est pas le cas? Un soutien total de l'État sénégalais. Vraiment, l'État sénégalais. Le président Macky Sall est impliqué. Mais ça, je ne saurais le dire. Je ne suis pas dans les arcanes de les sphères du pouvoir, mais je pense que ce que l'ambassadeur basé à Paris a fait, le consul général chargé des Sénégalais à Paris et le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Sports ont fait jusqu'ici, et le président du comité olympique me rassure. Et le témoignage sur Michel Platini, on a entendu le Premier ministre Manuel Valls et un coup de fil du président François Hollande. Mais c'est la double mesure sur cette affaire. Ouais. Parce que les juges du parquet financier auraient dû se saisir et faire une mise en examen à Michel Platini, ils ne l'ont pas fait. Mais peut-être que là-bas, c'était assez sensible et dans un contexte aussi assez sensible parce qu'il avait des prétentions à devenir président de la FIFA. Mais je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Oui. Il y a deux poids, deux mesures. Ça, c'est un fait que vous me rappelez, mais que le président du comité olympique a si bien décrit lors de son intervention dans la presse. Parlons du football sénégalais. Lamine Diack, ce n'est pas la première fois quand même qu'on vous cite dans des affaires. Il y a eu l'épisode un peu de la génération 2002. Vous étiez l'agent marketing. Le football sénégalais avait gagné beaucoup d'argent. On parlait de milliards, 2 à 7 milliards. Vous me confirmez le chiffre? Je pense qu'à l'époque, dans le domaine du sponsoring, nous avions généré pour le compte de la fédération entre septembre 2001 et décembre 2006, 7 milliards 349 millions. Oui. Pourquoi vous avez cité? Eh bien, un rapport de la Cour des comptes aurait dit que Pape Massata Diack n'avait pas versé dans les comptes de la fédération 54 800 000, alors que j'ai trouvé 7 milliards. Et un juge m'a convoqué un jour en me disant, à titre de témoin, on veut vous enquêter. Est-ce que vous avez déjà vu le rapport de la Cour des comptes? J'ai dit non, parce que je ne suis pas un agent administratif, je ne suis pas délégataire des pouvoirs publics. Je suis une société privée qui travaille avec la fédération. Ils m'ont dit, mais vous avez été accusé
Donc à titre conservatoire, je vous mets en prison. Ils m'ont mis en prison pendant 9 jours. Mais quand il a fait son enquête, il s'est rendu compte que c'était juste une déclaration qui n'a fait pas l'objet d'une enquête et qui n'a été peut-être fait à dessein de me faire lâcher le contrat de la fédération à l'époque. Et au bout de 9 jours, je suis sorti de cette épreuve, mais ça m'a beaucoup marqué. Et le reste, ça a été de l'histoire. Quand on a fait nos comptes avec la fédération, ils me devaient 266 millions. Ils ont payé? Ils m'ont payé jusqu'à ce qu'il reste 48. Et j'attends toujours le chèque d'Augustin Senghor. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui que le marketing est presque inexistant pour l'équipe nationale de football, qui n'ont même pas d'ailleurs d'équipementier? Qu'est-ce que cela vous fait? Ça me choque. Ils n'ont pas d'équipementier. Eh ben, on l'a vu. Ah ben, je pense que les sportifs peuvent le confirmer. Je ne le savais pas, mais ça me surprend pour une équipe nationale qui a une valeur commerciale aussi importante que le Sénégal, parce qu'on ne fait pas des meilleures équipes d'Afrique. Je pense qu'ils ont assez d'arguments pour vendre un contre-équipementier, surtout que maintenant il y en a beaucoup, même des sociétés chinoises qui font de très bons équipements. Et je pense que un retour ne vous effleure pas l'esprit pour aider je me réserve de continuer à travailler dans le monde du sport pour le moment, parce que je vois tellement d'ingratitude et de coups bas que je pense que je serais mieux dans mon Wallon natal en train de faire de l'agriculture ou de l'élevage. Aider le Sénégal à atteindre l'autosuffisance en riz, par exemple? Ah ben, pourquoi pas. Je pense que je vais peut-être appeler à faire d'autres défis dans ma vie, mais je retiens que dire que nous avons fait 350 milliards de chiffre d'affaires pour la compte de la Fédération d'athlétisme et d'être accusé que vous êtes compromis dans une affaire de 180 millions de francs CFA d'un athlète russe, c'est un peu trop exagéré. Je pense que je retiens la leçon de 2005 qui se passe en 2015. Eh ben, je me dis peut-être que c'est le moment de tirer sa révérence du sport et d'aller vers d'autres horizons. L'horizon politique, par exemple? La politique, oui. Je n'ai jamais fait de la politique, je n'y connais absolument rien. Je ne pense pas en avoir les prédispositions parce qu'il faut avoir un vécu de militant ou un passé de militant pour faire de la politique. J'ai oublié de parler d'un homme, Khalifa Sall. Son nom a été cité en disant qu'il a bénéficié du financement déjà justement de votre père lors des locales de 2009, quand Khalifa Sall a fait face à quelqu'un comme Karim Wade, aujourd'hui en prison. Je nie toute connaissance d'un rapport entre Khalifa Sall et mon père. Je doute vraiment de cette allégation. Sincèrement, ce serait très exagéré de le dire. Je pense que M. Diack est un citoyen de Dakar et a plusieurs fois évoqué ses choix pour les municipalités de Dakar. Mais je ne pense pas qu'il aille à ce niveau. Il y a beaucoup de choses, il faut être très prudent dans la presse. Cet article du Monde qui a été mal informé a causé tellement de tort au peuple sénégalais, aux citoyens sénégalais, jusqu'à causer que certains hommes politiques sont aujourd'hui en prison. Oui, Oumar Sarr, le numéro 2 du PDS, est en prison. Ça doit nous éduquer Ce n'était pas la peine? Ça amène à être prudent dans l'exploitation des informations. Comme je vous ai dit, ce mail de 2013 ne peut pas avoir de cause à effet par rapport à quelque chose qui s'est passé en 2012. Laissons le temps aux juges, aux enquêteurs de faire une investigation à charge et à décharge, mais propre, mais pas faire des fuites, des choses qui ne sont pas vraies. Vraiment, vous pensez que votre père n'a jamais commis d'erreur? Il n'a commis aucune erreur dans le pilotage de ce dossier? Il est humain. Oui. Il est très âgé à cette époque, de cette période. Cette personne, pendant 16 ans, a fait 4 mandats successifs. S'il n'avait aucune intégrité, je ne pense pas que ses collègues lui auraient donné 4 mandats successifs. La seule erreur qu'il aurait commise, mais tout était parfait. Je ne peux pas faire le bilan de son truc. Il n'a pas voulu le faire lui-même. Oui. Il n'y a que lui qui peut faire le bilan de ce qui s'est passé. Il fallait le faire, non? Je pense qu'il fallait le faire. J'étais une des personnes qui lui disait à chaque fois, il faut faire le bilan de ce que tu as fait en 16 ans. Je lui ai proposé ça en juillet. Il a toujours dit, Massata, c'est de l'exubérance. L'histoire retiendra ce que j'ai fait. J'ai passé 39 ans de ma vie à cette institution. J'y ai tout consacré. J'ai tout donné. On peut lister 59 réalisations de mon magistère. On peut en faire des bouquins. Mais aujourd'hui, je vais prendre ma chaise longue, m'occuper de mes petits-fils et, malheureusement, le destin. Et je terminerai par une phrase qui est tout à fait wolof. Gor la ñuy tuumal
nattu jullit lay def ça c'est le décret divin personne n'y peut quelque chose.